Par exemple, je repense à un film que j'ai vu récemment de Robert Redford, qui s'appelle La légende de Bagger Vance, où on parle dedans, tu sais, du swing authentique. Et ça, je suis convaincu, moi, avec mon regard extérieur, hein, pour avoir vu bon nombre de pros, à peu près tous les swings possibles et inimaginables. Pareil chez les amateurs. Est-ce qu'il faut trouver son swing authentique? Et comment tu trouves ton swing authentique? Alors, le swing est caractérisé par des invariants que tout le monde pratique. Par exemple, la rotation, tout le monde l'a fait. Le transfert, tout le monde le fait. L'armement des poignets, tout le monde le fait. Donc on est tous dans les invariants, on est tous sur le même pied d'égalité, on est obligé de tous les absorber. En revanche, de par les caractéristiques morphologiques de la personne, on a ce qu'on appelle un style. Et donc un style et puis une intensité personnelle, on a des préférences de jeu qui vont faire que d'un coup va se dégager un style unique. C'est la capacité d'une personne à démontrer ses invariants, à les mettre en avant à sa propre manière par rapport à sa propre biomécanique. Et donc on va dire mais il y a plein de swings différents. Non, il y a une infinité de, allez si on peut dire ça, de styles, mais le swing en lui-même au milieu qui tourne, il y en a pas beaucoup. Il y en a, allez, je dirais, pour faire simple, je dirais deux. Il y a le swing qui frappe la balle par terre et le swing qui frappe la balle en l'air, c'est-à-dire sur un tee. On peut considérer que globalement, on est sur deux organisations importantes du mouvement. Bien sûr, après, avec des toutes petites déclinaisons, mais grosso modo, on est quand même sur soit je la frappe par terre, soit je la frappe en l'air. Pour faire simple. Alors moi j'imagine qu'il y a pas mal d'amateurs qui sont parasités, tu sais, par les discours des uns, des autres, de tel pro qui va te dire bah tu devrais faire ci. Ouais. Comment tu fais toi pour, enfin si tu es amateur, enfin moi je me mets à la place un peu de tout le monde, comment tu fais pour faire le tri et te dire bon ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ou ça ou si tu es amateur dans le golf, tu es mal barré. C'est pas comme quand tu vas à l'école de ski française. Tu vas à l'école de ski française, tu apprends à skier, faites ça, faites ça. Okay. Tu veux piloter, on te dit monsieur. Là, le manche, là, les pieds, là, faites ça, c'est comme ça. Au golf, on tend à vouloir faire ça, mais tout le monde va l'exprimer avec son propre vécu et ses propres mots. Donc l'amateur qui prend une leçon à Paris et qui vient me voir à Cannes en été, il va dire mon pro m'a jamais dit ça. Alors s'il faut, le pro lui a déjà dit, mais avec d'autres mots. D'autres mots, il m'a jamais dit, on me l'a jamais dit comme ça. Je dis mais il a certainement dû te le dire, mais tu l'as mal compris, ou alors ça correspondait à une autre période de ton évolution. Maintenant, je te dis ça parce que tu en es là dans ton évolution. L'amateur doit aussi savoir comment on pioche des informations, comment on se forme. Sauf que moi, si je te prends en cours dans une heure, je vais peut-être te faire travailler les ancrages, les appuis, et si tu prends un cours avec, ici on est à Saint-Donat, avec Philippe Larvaron, eh bien peut-être Philippe va te faire travailler peut-être ta rotation parce qu'il va estimer qu'elle est insuffisante. Ça ne veut pas dire qu'il a tort, ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça veut dire qu'on a tous les deux raison. Simplement on a choisi des axes de travail qui peuvent être complètement différents et selon la personne, la priorité n'est pas forcément la même. Donc c'est aussi à l'amateur de faire la part des choses et de dire voilà, j'en suis là, j'ai bossé ça j'ai pas compris, je veux améliorer ça, et c'est au pro de dire bon, voilà. Et moi j'envoie beaucoup mes élèves quand ils se déplacent dans la France à des confrères, il y a zéro souci, et d'ailleurs mes confrères disent toujours, ne me dites pas ce que vous a dit Michel, je vais vous dire ce que je vois moi, et tant mieux. Et si j'ai pas vu quelque chose et qu'ils l'ont vu, tant mieux pour mon amateur, parce que le plus important c'est que l'élève progresse, c'est le plus important. Et alors, comment quel conseil tu pourrais donner aux gens? De tenir une espèce de cahier où tu notes tes sensations quotidiennes? Il faut un carnet de santé. Bah, c'est ça. Il faut un carnet de santé et dire voilà, j'en suis là, tiens. Comme quand j'ai passé mon brevet de pilote, Michel, tu as fait la leçon 10, on va faire la 11. C'est tout. Voilà. Sauf qu'il n'est pas dit dans le golf que la leçon 10, on l'a oubliée, donc on ne peut pas passer à la 11. Il faut vérifier que la leçon 10 est bien apprise. Mais si on avait un carnet de santé avec nous, on pourrait se balader avec notre carnet de santé, on débarque dans un practice ou quand on fait un stage, on dit j'en suis là. Le pro regarde et t'en es là, très bien. Après, il faut que le pro soit d'accord aussi. Qu'il ne soit pas grincheux, dit non, c'est pas vrai, ça tu sais pas faire, ou ça c'était pas important, le plus important c'est ça. Bon, il faut qu'il y ait une bonne intelligence. Mais donc, moi j'ai l'impression que pour aborder ce sport la bonne manière, donc c'est tout ce dont on a parlé, mais il faut être peut-être un peu plus pragmatique et se dire, bon, on va faire les choses dans l'ordre, pour moi, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, mais c'est-à-dire que parce que sinon... Mais tu as raison, mais après il y a aussi le sens des priorités. Bon.
Il faut que ça marche. Il faut que ça marche pour les gens. Bon, moi, une fois, je ne dirais pas son nom, mais j'ai eu un chef d'entreprise qui est devenu un de mes meilleurs amis. Il m'a dit, tu as été le meilleur prof que j'ai jamais eu de ma vie et je te dois tout. J'ai pris 150 cours. C'est toi qui m'as tout appris. Ah, pourquoi? Je lui ai... Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai appris un truc. Rien d'autre. Mais un truc. Je lui ai dit, si tu frappes, tous tes swings d'essai sont pas bons. Il n'y en a aucun qui frappe le sol. Frappe le sol. Frappe le sol. Tu fais que ça. Ça a changé sa vie. Mais c'était absurde. Mes collègues qui sont passés avant n'ont pas donné de mauvais cours. Mais ils n'ont peut-être pas vu cette personne-là en situation. Oui, c'est... Dans les émotions, qui touche plus le sol. Et moi j'étais là par chance au bon moment sur le parcours et j'ai dit mais tu touches pas le sol. Donc non, tu tapes pas. Donc ça peut pas marcher. Non, tu ne tapes pas. Donc il peut y avoir un détail, un truc qui fait que... Alors voilà, moi je pense qu'il faut, effectivement, si on faisait ce carnet de santé, il faudrait que le carnet de santé soit validé par le pro sur le terrain. Bien sûr. Est-ce que tu sais faire des longs putts? Oui ou non? On y va. Est-ce que tu sais faire des putts courts à 1 mètre? Oui ou non? On y va. On ne te demande pas d'être un champion de tout faire. Est-ce que tu sais faire les catégories de coups? Voilà. Il faudrait un carnet de santé avec des catégories de coups. C'est ça qu'il faudrait. Ouais, non, mais et alors, du coup, alors moi, ce jour-là, j'apprends ça. Je deviens le héros pour mon ami. Tant mieux. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que mes collègues n'ont démérité. Pas du tout. Mais je suis tombé au bon moment. Ça. Et quand même, le contact de la balle, c'est la première chose. Tu peux pas jouer sinon. Qu'est-ce que je vais apprendre un swing si j'apprends pas déjà un contact? Il me faut un contact. Voilà. Et le gars était dans le golf. Hein. Depuis, pas non plus depuis des années, hein. Mais depuis 6 mois. En 6 mois, il n'a pas compris que d'abord il faut toucher l'herbe. C'est invraisemblable. Oui, et puis la routine. Moi je pense. La routine, ça vient après. Oui, bien sûr. Mais je me souviens une fois, un jour, tu m'en avais parlé, tu m'as dit, mais je suis effaré de voir tous ces amateurs qui n'ont pas de routine. Oui, n'ont pas de routine. Et je pense même que tu peux pas jouer au golf. Pour moi, hein, oui. Si t'as pas de routine. Et moi, je vais te faire une confidence. Je suis devenu professionnel de golf. J'ai eu mes cartes pour être prof de golf. J'ai même eu mes cartes 2e degré. Donc, c'était des cartes sympas à avoir quand même. Il fallait jouer moins de 5 sur plusieurs jours. Donc, je suis très fier d'avoir eu ça. Et je peux te dire que quand j'ai passé mes cartes, c'était à Perpignan, c'est un parcours qui a beaucoup de vent, tout ça. Ben, je peux te dire, Olivier, c'est une confidence, que je n'avais pas de routine. Incroyable. Tu n'avais pas de routine? Non. Et comment tu as su que tu n'avais pas de routine? Parce que le jour où j'ai fait de la préparation mentale et qu'on m'a dit c'est comme ça, comme ça, comme ça, je me suis dit que j'y étais pas du tout et que c'était pas, je comprenais pourquoi j'avais pas fait plus de perf. Parce que la routine, c'est pas je me prépare, je m'applique. Hein. Ça, c'est ce qu'on fait tous en prof. Non, quoi, la routine, c'est une succession de gestes, de modes de pensée dans un temps bien délimité qui, par catégorie, est systématiquement le même. Ça se travaille. Moi, quand je fais travailler avec mes équipes qui ont de bons niveaux les routines, ça dure 3 mois. Voilà, pour 3 mois. Et au bout de 3 mois, on dit c'est bon, je l'ai. C'est 3 mois les routines, hein, par catégorie de coups. Et donc, moi, je suis devenu prof de golf en jouant correctement au golf. Voilà, en jouant autour de 0, pas moins 10, hein, mais pas plus 10 non plus. Hein. Autour de 0, sans routine. Incroyable. Rien. Ça ne veut pas dire que je ne m'appliquais pas, mais c'est pas ça la routine. La routine, c'est la précision du temps et des gestes. La précision, c'est à la seconde près. Quand un de mes joueurs fait une routine, je lui tourne le dos. Et je fais toujours un mouvement à la personne qui est en face de moi en disant regarde, il va frapper maintenant. Et quand je fais ça, je sais qu'il frappe. Et pourquoi la routine au golf c'est si important? Alors c'est important parce que notre esprit ne peut pas être partout. S'il est partout, c'est dangereux. Donc on le met dans quelque chose. Et la routine nous sert de bouclier. Si la routine change, ou le rituel, parce que certains aiment ce mot rituel. Ton esprit vagabonde et n'est plus à ce Maintenant c'est mort, c'est fini. Donc la préparation. On va rater quelque chose, on va oublier quelque chose, ou on va émotionnellement se bruiter, énergétiquement se bruiter. On sort du dispositif de préparation habituel, on est conscient qu'on en sort. Encore pire. Encore pire. Putain. Boum. Et voilà, la routine, c'est quelque chose de terrible. Mais c'est pas péjoratif.
Si c'est bien et que ça rend service, même avec une femme, une routine, si elle est agréable, il n'y a pas de problème. Bien sûr. C'est pas la routine, la routine, la routine. D'ailleurs, le bon golf est routinier. Hein. Quand on parle avec des entraîneurs qui sont dans le dur, avec des joueurs, j'ai bossé moi avec des entraîneurs, ils m'ont dit, Michel, c'est routinier. Et ils m'ont pas dit ça pour meubler hein, la conversation. Et j'ai compris, et quand je grandissais dans mon métier, que effectivement c'est routinier. Et maintenant, la routine, moi quand je la prends, c'est juste pour mes joueurs qui vont faire de la compétition. Hein. Les autres, je ne vais pas les empoisonner à dire attention, t'as dit que tu faisais ça, tu l'as pas fait. Non, ça c'est aux joueurs qui font de la compétition. Là, je les lâche pas. Je les lâche pas. Ils sont au laser. Mais dans le golf, on va dire loisir, on est cool. Mais ça ne t'exonère pas du... La routine, je vais vous dire, je vais te dire, je l'ai fait dans plein de stages, à des amateurs qui ne demandaient que ça. Tout le monde a dit c'est parfait, c'est génial. Quand on les suit sur le parcours, personne ne le fait. 10 minutes plus tard, personne ne le fait. Plus personne ne le fait. Hein. J'en suis convaincu. Voilà, donc c'est pas la peine, on va pas refaire le monde. On sait très bien que sur le terrain, si on n'a pas une autodiscipline de faire, donc si on n'est pas un joueur compétitif, c'est pas la peine d'imaginer que les amateurs vont le faire. Pour le peu qu'ils aient lâché un ou deux trous, ils disent bon allez, c'est plus la peine, à quoi ça sert que je fasse ça pour terminer. Or, on se dit pas routine de pensée, puisque je suis là, et que ça se passe pas bien, je vais essayer autre chose. Je vais me mettre sur un deuxième mode de jeu de sécurité. Je vais arrêter de jouer les drapeaux, je vais jouer le milieu des greens. Je vais sortir un jeu plus en dedans en augmentant des clubs. Je vais rester un peu plus compact dans mon propre mouvement, attaquer un peu moins les... Changer mes trajectoires. Il n'y a rien, il n'y a pas de solution B, il n'y a pas de solution C, il n'y a rien. Donc il y a quoi comme solution alors? Soit on se dit je me prends en charge, ça me tient à cœur, Michel, j'en ai marre, démerde-toi, trouve-moi une solution. D'accord. Ouais. Soit écoute, amuse-toi. Ouais, c'est ça. Va avec les potes. Ah oui. Amuse-toi. Ouais, et puis non, mais amuse-toi, genre, amuse-toi, c'est-à-dire, ne rentre pas dans quelque chose de contraignant. Et surtout que c'est contre nature, toujours pareil. C'est contraignant. Et c'est contre nature du golf. Oui, mais c'est en protection du golf. Je ne sais pas si c'est contre nature du golf. Quand on se met dans une routine, c'est qu'on se protège justement du golf. Parce que le golf nous attire l'attention systématiquement. On a toujours une raison pour laquelle notre esprit va partir. Plus il peut partir dans le passé, dans le futur. On n'a pas parlé, mais j'ai raté un putt sur le trou numéro 17 et j'attaque le 18. Il est fort possible que au 18, je m'énerve et je mette un drive dans les décors parce que j'ai raté un putt. Donc l'esprit vagabonde. Donc la routine n'est pas contre nature. La routine, elle est là pour nous protéger. Elle est là pour nous isoler des problèmes à venir, du bruitage. Donc non, c'est pas contre nature une routine, mais c'est un mode d'autodiscipline contraignant. Et si on n'a pas la foi en soi, si on n'a pas ces objectifs en tête, dire non, je m'y tiens et j'y reste jusqu'au bout, il faut pas demander à scorer, il faut pas demander à être régulier, il faut jouer, faites-vous plaisir, passez un bon moment sur le parcours. Si vous sortez quelques coups, tant mieux. Allez passer un bon moment après au clubhouse avec vos amis et c'est bon, mais n'ayez pas d'attente parce que si vous avez des attentes de résultats, comportez-vous comme les champions qui ont des résultats. Entre les meilleurs mondiaux, on sait qu'à un moment c'est la tête qui lâche et dans le golf je suis sûr que la tête elle te lâche avant tout le reste. Alors elle peut lâcher s'il y a de la fatigue, elle peut lâcher si le résultat qu'on espère n'arrive pas, on peut tomber vite, on peut perdre le moral, c'est souvent moral le golf. On dit souvent mental, mais souvent moral. C'est donc ce qu'il faut baisser le plus. Elle peut aussi par les valeurs. Les valeurs te remettre en selle. Et puis il y a des fonctionnements comme celui de Jack Nicklaus par exemple, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer l'hiver dernier, qui sont des fonctionnements mentaux exemplaires pour le golf. Qu'est-ce qui t'a appris Nicklaus? Qu'est-ce qu'il t'a dit? En fait, Jack Nicklaus, lui, tout ce qu'on a pu lire sur lui depuis toujours, sur son mental, c'est vrai. C'est-à-dire? Tout ce qu'on a pu lire. Vas-y, fais-nous une synthèse. Du fait que c'est un joueur qui a toujours une très bonne image de lui-même, qui se sent plus fort que les autres, même si ce n'est pas toujours le cas, mais il se sent tellement convaincu, par exemple, qu'il va gagner, qu'il gagne. C'est un joueur qui, pour moi, est dans ce que j'appelle le 100%. C'est-à-dire, je suis là avec toi Olivier, tu vois, je suis à 100% avec toi. Ouais. Tout à l'heure, tu as vu, je me suis même laissé distraire par une voiture qui est passée, mais non, globalement, je suis à 100% avec toi. Tout à l'heure, on va déjeuner,
je serai à 100% dans la situation. Jack Nicklaus, quand vous l'écoutez parler, vous comprenez pourquoi il a réussi, même si vous l'écoutez parler que 10 minutes. Il dit, voilà, je me suis concentré sur ce putt-là. Je ne suis pas allé à l'interview. C'était beaucoup plus pertinent de regarder ça. Là, Michel, je te vois, mais attends, dans 2 minutes. D'abord, j'ai ça à faire. La gestion du parcours, pour le dessin du parcours, tout à l'heure. Ça, vous voyez, chaque chose qu'il fait, il est à 100% compartiment étanche dans ce qu'il fait. Donc, on ne mélange pas d'eau. Donc, quand il est dans la situation en golf, plus rien d'autre au monde ne compte que le golf et de ce qu'il est en train de faire. Et donc, on comprend pourquoi Jack Nicklaus a réussi. Jack Nicklaus a réussi parce qu'il est à 100% dans ce qu'il fait. Il est en absorption totale. Et quand on le voit, quand on lui parle, on comprend. Mais c'est quelque chose qui n'a jamais travaillé. Je pense qu'il l'est comme ça. Et quand ses adversaires parlaient de lui, ses adversaires disaient toujours « Les gens commencent avec un physique à cette hauteur et un mental à cette hauteur. Plus la vie passe, plus le mental monte et le physique baisse. » Jack Nicklaus est quelqu'un qui a commencé le mental à cette hauteur-là dans sa vie et n'est jamais descendu. Et donc c'est un fonctionnement qui est un fonctionnement 100%. Je suis là, je viens pour gagner, je fais tout ce qu'il faut pour gagner. Je ne joue plus au golf, je suis au clubhouse avec mes amis, je suis à 100% avec mes amis. Je suis avec l'architecte pour faire le parcours, le trou, il est à 100%. Il rigole, il déconne. Il rigole ça à 100%. Et on voit bien qu'il cloisonne tout. Donc voilà pourquoi moi, Jack Nicklaus a réussi à ce niveau-là, en plus de l'immense talent golfique évidemment, mais son mental a toujours été là où il fallait être et que là où il fallait être. Voilà pourquoi. Mais est-ce que c'est transposable chez un amateur, ce que tu dis? Oui, mais sauf que ça demande un effort supplémentaire. Parce que pour Jack Nicklaus, c'est un fonctionnement. J'ai fait partie de moi, voilà. Et on le voit, tous les champions, les grands champions, souvent, plus rien d'autre au monde ne compte que ce qu'ils sont en train de faire et leur pratique. Ouais. Et est-ce qu'on peut l'apprendre? Est-ce qu'on peut dire, tiens, demain, tu vas être comme Jack Nicklaus? Non. Non, mais attention, tu rentres dans une scène, tu es acteur, comédien hein, pour le théâtre, tu joues bien un rôle. Et donc, pendant que tu vas le jouer, ton esprit est capable d'être un autre personnage. Donc il est important aussi de dire voilà, ben, vous êtes sur un golf, soyez golfeur. Oui, soyez pas autre chose. Soyez pas autre chose. Et donc ça va demander un effort important qui va après devenir comme d'habitude une habitude. Et donc des bonnes habitudes prises, ça a des chances d'être gardé, bonnes ou mauvaises. Et Woods, pourquoi ça a été Woods pendant toutes ces années? Tiger Woods, c'est un peu différent. Tiger Woods, lui, il a été sous un régime sportif quasi militaire avec son père. Depuis petit, son père a su créer les conditions pour une évolution à la dure où personne n'aurait pu le suivre dans ses journées d'entraînement. C'était terrible. Il y a eu toutes des valeurs qui ont été transmises au quotidien, qui sont devenues les piliers très forts, ancrés dans le fonctionnement de Woods. Plus, ça a été quand même un des premiers à juste tirer tout le monde vers le haut en raison des qualités physiques qu'il avait et qu'il a quasiment imposé à tout le circuit. Ouais. Donc on est sur vraiment un phénomène physique et mental avant-gardiste et qui a permis à tout le monde de progresser. La révolution mentale chez Woods, s'il y en a une, et j'imagine que c'est le cas, c'est quoi? La révolution mentale de Tiger Woods, c'est vraiment le physique. Le physique. Oui, c'est le physique parce que le mental est équivalent chez Woods que chez Ballesteros, que chez tous ces grands champions. Oui, que c'est Mickelson, que Jack Nicklaus, tous ces grands sont au même niveau. Hein. Mais après, les parcours s'étant transformés de par leur longueur, de par la difficulté, les évolutions du matériel, de la balle, tout a pris une dimension supérieure. Et Tiger Woods, lui, a su continuer à faire la même chose au niveau des performances et à distancer tout le monde, mais principalement, je le répète, grâce évidemment au physique. Et puis,
a cette histoire en lui forte du père quand même, qui a quand même installé les bons logiciels et dans ce terreau favorable qui était son fils. Et d'ailleurs, malheureusement pour lui, mais le jour où Tiger perd son père, à l'époque, moi c'est quelque chose que j'avais ressenti de manière très personnelle et très forte. Je me suis dit, malheureusement pour lui, c'est le début de la fin. Voilà, alors heureusement ça n'a pas été la fin, mais souvent quand on perd le mentor, on a eu en boxe par exemple, quand Cus D'Amato est décédé, ça a été aussi un choc important pour Tyson. Quand la personne centrale disparaît, l'évolution de toute manière va changer. Alors après, il faut voir aussi que, en dehors de tout ça, un joueur de golf qui a fait ses preuves, qui a tout gagné, qui a monté tout le monde, qui a battu tous les records, on ne va pas lui demander de faire ça ad vitam aeternam. Il peut aussi un peu se poser, un peu vivre, un peu, parce que ça a quand même été des sacrifices toute une vie. Donc moi je pense que tout ce qu'il a fait, ça a été rendre service au golf. Et puis on ne peut pas rester numéro 1 tout le temps. Il y a la relève, il faut accepter la relève. Et déjà, respect, le niveau est juste gigantesque, on ne se rend pas compte. Bah, il a amené son sport dans une autre dimension, tout simplement. Il l'a amené... Voilà, alors maintenant, sauf que à l'époque de Nicklaus, pour en revenir à cette époque-là, 4-5 bonhommes pouvaient gagner. L'époque de Woods, déjà, c'était une quinzaine. Et maintenant, pour gagner un tournoi, quand on aligne 120 joueurs, dans la semaine, il y en a sûrement 50 qui peuvent gagner. Donc maintenant, on est vraiment dans quelque chose de redoutable. Et avant de reprendre une suprématie et de la garder un certain nombre d'années, je ne sais pas si ça sera encore possible parce que tout le monde se prépare au mieux. Et comment tu expliques que certains joueurs, donc chez les pros ou chez les amateurs, sur le plan mental, on va faire une espèce de synthèse après de tout ce que tu as dit, mais comment tu expliques qu'il y a des journées où tu vas être ultra performant et le lendemain, c'est la cata? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ça me rappelle mon entraîneur qui me disait, dans mes débuts, il me disait: Michel, le golf c'est comme le ciel. Tous les jours ça change. Donc je pense que ça peut être une réponse courte et efficace. C'est que tous les jours c'est différent. Et puis on a aussi un ressenti du golf qui tous les jours varie un petit peu. Et on ne peut pas passer tous les jours la même journée. Les putts changent tous les jours. On ne peut pas avoir fait toutes les situations. Ça fait partie du jeu. Il faut vraiment accepter... il faut vraiment accepter cette loi du golf. Ouais. Tous les jours ça change. En fait c'est ça, moi plus je discute avec toi et plus je connais ce sport et plus je me rends compte qu'effectivement il faut connaître les lois fondamentales de ce jeu, essayer de les apprivoiser. Et si tu les respectes, il y a des chances pour que finalement ça se passe bien, que tu performes sur la journée ou sur le parcours. C'est un peu ça. Alors on sait très bien qu'il y aura des grandes journées. Et puis dans les mauvaises journées, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à limiter la casse. Et je pense que les grands arrivent à limiter la casse. C'est ce qui fait qu'ils vont rester encore dans le coup pour le week-end. Donc on parle souvent des grandes journées. Ok, bon, quand tout va bien, on gagne. Hein. Ça. Mais dans les mauvaises, il faut avoir cet esprit crocodile de dire: ok, aujourd'hui j'y suis pas, mais je lâche pas. Et je serai peut-être mieux demain. J'évite de me laisser sombrer parce que peut-être qu'ailleurs ça joue aussi pas terrible. Ouais. Donc si je perds, ok, mais je perds peu. Et je pense qu'il y a aussi ça. Après c'est vrai que quand pour avoir commenté beaucoup à la télé à tes côtés, eh bien effectivement je me suis aperçu quand même que ceux qui vont gagner ont souvent fait tomber des très bons scores. Dans les 2 premières journées on a souvent des scores très très bas. Donc effectivement le week-end va mieux se passer. Mais pour arriver à quand même gagner ce tournoi, dans la mauvaise journée, on est quand même, j'allais presque dire, encore sous le par, ou alors dans le par au pire. Tandis que si la mauvaise journée, ça annule la très bonne, on ne gagne pas. Bien sûr. Voilà. Et donc le mental à ce moment-là, il joue son rôle à 100%, voire même à 1000%. Il intervient à ce moment-là. Il intervient à ce moment-là. Alors la différence après, ça va être donc dans le très haut niveau, ça va être justement entre ces gens qui sont dans le rang des meilleurs du monde, qui finalement eux se servent de ce mental pour se transcender et pour justement mettre du kérosène dans la machine et pour puis
puis pour faire des coups d'exception. Donc eux vont utiliser le mental et l'adrénaline pour performer. Donc finalement, la différence pour eux, ça va être le putting. Entre eux, c'est le putting. Woods qui a mis pendant des années, c'était Colin Montgomery encore qui le disait, il est numéro 1 mondial parce qu'il a rentré tous ses potes à 2 mètres pendant des années. Oui, il en a pas raté. Mais que ce soit Woods ou Montgomery, chaque soir ils font 400 putts à 80 cm ou à 1 mètre, et tant que les 400 ne rentrent pas à 99%, ils s'arrêtent pas. Donc il y a aussi ça qu'ils ont oublié d'indiquer. De mentionner. Et ensuite il y a la deuxième catégorie des joueurs, ceux qui sont dans le top mondial mais qui ne sont pas encore dans les géants. Alors eux c'est mental par contre, parce qu'eux ils n'ont pas encore gagné. Eux ils n'ont pas encore gagné, c'est la lutte, tiens c'est pas les favoris qui vont gagner, tiens c'est la rangée, c'est la deuxième couronne. Alors là on sent que c'est complexe. Ils ont déjà gagné ailleurs sur d'autres tours, mais ils n'ont pas encore gagné sur le grand tour. Donc là, pour eux, c'est 100% mental. 100% mental, ouais. Bien sûr. Et d'ailleurs, quand ils disent les interviews, qu'on n'écoute pas souvent d'ailleurs, malheureusement, parce que l'antenne est souvent rendue, mais quand on continue et qu'on écoute le tournoi, ces joueurs-là disent qu'ils étaient très nerveux. Et qu'à la fin, ils ont fini comme ils pouvaient, mais ils avaient cette appréhension de lâcher. Donc on finit pas, on voit bien que ça se termine au mental. Je dois tenir le coup jusqu'au bout, hein, et faire fonctionner mon cerveau pour que ça se passe correctement, en sécurité pour moi, et à la mise en jeu en sécurité, et à l'attaque sur le green du bon côté. Et puis le putt on lâche pas, et le petit à la fin on termine et on fait gaffe. Et on voit que là c'est vraiment 100% mental. Donc on a encore après des hiérarchies dans les 300 meilleurs joueurs du monde. On a encore des hiérarchies. D'accord.